La transition énergétique a déjà commencé en région centre. De multiples initiatives ont été prises par les particuliers, les collectivités et les industriels. Elles concernent notamment les économies d'énergie, la production d'énergie renouvelable, l'évolution des modes de transport. Voici quelques-unes de ces réalisations exemplaires. « 10 000 € par an de facture d'énergie, voilà ce que payait la communauté de communes du Perche-Gouët en Eure-et-Loire pour l'ancienne école d'Invers. Mais en 2011, les élus de ce regroupement de 15 communes rurales ont mis le holà. Ils ont monté un projet de nouvelle école au top des performances énergétiques. On s'est toujours inscrit dans une politique de limitation de la consommation de l'énergie, pour des raisons financières et pédagogiques. On participe à la formation des enfants qui y sont et qui relaient après dans leur entourage. Depuis mai 2012, l'école élémentaire a pris place dans un bâtiment neuf conçu pour consommer le moins possible d'énergie. Ce bâtiment est particulièrement intéressant parce qu'il a été construit de façon bioclimatique. Et donc il intègre des éléments forts comme les protections solaires, les espaces tampons, la construction ossature bois. Sur les murs, il y a 25 cm d'isolant, en toiture, il y en a 30. Il est chauffé par des pompes à chaleur RO. Les consommations d'énergie primaire devraient être de 71 kWh par mètre carré et par an en comptant l'informatique, mieux que le label basse consommation. Quant à l'école maternelle, elle occupera bientôt l'ancien bâtiment réhabilité. Les murs ont été conservés, étaient isolés par l'extérieur, donc il a été recouvert en fait d'une enveloppe isolante. Pour tout ce qui est parois opaques verticales, également au-dessus du plafond, sur la toiture, on a du triple vitrage partout. Le budget important consacré à ce projet n'empêche pas la communauté de communes d'engager d'autres rénovations scolaires, sans croire pour autant au Père Noël. Depuis 1999, l'Indre abrite un des plus grands sites français de préparation de bois énergie. Sur 10 hectares, la plateforme des Bois Chauds du Berry à Ardentes reçoit 60 000 tonnes de bois par an. Aujourd'hui, elle compte une soixantaine d'actionnaires représentant l'ensemble de la filière. L'importance d'une plateforme, notamment régionale comme les Bois Chauds du Berry, c'est de pouvoir sécuriser cet approvisionnement. Il y a des réseaux d'exploitants forestiers qui existent, il y a des scieries en place qui existent, il y a des menuisiers. Il suffit de les fédérer, comme ça a été fait au Bois Chauds, et de pouvoir garantir un approvisionnement quand même très suivi. Un broyeur de forte puissance déchiquette le bois en plaquettes et broyats, adapté en granulométrie et en humidité aux contraintes techniques des chaufferies automatiques. Lorsqu'une commande est passée par une chaufferie, le combustible est chargé et transporté dans des bennes. Celles-ci se rendent à la chaufferie de l'Opac de l'Indre à Argenton-sur-Creuse, construite en 2002. Le panier de charge moyen pour un locataire d'Argenton-sur-Creuse, on est sur une facture annuelle d'environ 515 €. Ça reste quelque chose d'intéressant puisque nos programmes les plus performants au gaz, sur ce même ratio, nous donneraient une facture d'environ 600 €. Cette dynamique initiée dans l'Indre mérite d'être prolongée en construisant de nouvelles plateformes. Une mission régionale bois énergie a été créée dans cet objectif. Cette mission régionale bois énergie est vraiment bénéfique pour la création de filières locales. Par exemple la Touraine côté sud, où une dizaine de chaufferies sont mises en place en parallèle d'un soutien de la filière bois. Des exemples similaires sont mis en place en Grande Sologne, sur le pays des Châteaux, dans le Vendômois par exemple. Aujourd'hui, le centre compte une centaine de chaufferies bois qui consomment 200 000 tonnes par an. Dans 4 à 5 ans, ce volume aura triplé. Une perspective intéressante pour cette énergie renouvelable et locale, encore sous-utilisée dans notre région. De l'extérieur, rien n'y paraît. Pourtant, le centre de maintenance du tramway de Tours est équipé d'un mode de chauffage et de rafraîchissement quasi unique en France. Le bâtiment abrite le poste de commande centralisé qui supervise l'ensemble des bus et des tramways de l'agglomération tourangelle. Il comprend aussi des bureaux et une zone de maintenance des rames du tramway. Donc ici, on est sur des fondations profondes de type pieux, environ entre 10 et 15 mètres sur les pieux. Il y a 500 pieux qui soutiennent le bâtiment pour aller chercher le bon sol. 10% de ces fondations ont aussi un rôle thermique puisqu'elles possèdent des tubes de captage de l'énergie du sol.
Les calories sont puisées dans le sol en hiver pour chauffer le bâtiment et sont restituées en été pour le rafraîchissement. Les pieux sont reliés à une thermofrigopompe capable de produire à la fois du chaud et du froid. La thermofrigopompe permet d'avoir un très bon rendement énergétique car avec 1 kW électrique, il fournit 4 kW frigorifique et 3 kW thermique. Donc avec 1 kW consommé, on produit 7 kW. Pour augmenter encore l'efficacité énergétique du centre de maintenance, une ventilation double flux à roue récupère la chaleur de l'air rejeté et réchauffe l'air entrant. De plus, le bâtiment est équipé de 1500 m² de panneaux photovoltaïques dont l'électricité est revendue à EDF. Au final, la partie tertiaire devrait consommer moins qu'un bâtiment BBC, même en tenant compte des superbes éclairages qui habillent le centre de maintenance la nuit. Défis citoyens pour le climat, rénovation thermique des bâtiments, urbanisme durable, transport doux, bois énergie, production de méthane, énergie éolienne, les solutions sont toutes expérimentées en région centre. Mais la transition énergétique est désormais urgente. Elle est l'affaire de tous. Les consommations d'énergie se répartissent en 3 grandes catégories. La chaleur pour 50% des besoins, la mobilité pour 35%, et enfin les usages spécifiques de l'électricité, c'est-à-dire l'éclairage, la bureautique, l'électroménager, pour 15%. En France, plus des 2/3 de la consommation d'énergie finale proviennent de ressources fossiles et 18% sont d'origine nucléaire. Même si les estimations varient concernant les stocks de pétrole, de gaz, de charbon et aussi d'uranium, il y a un consensus pour dire qu'elles se raréfient, ce qui déjà appelle un changement de modèle énergétique. Cette raréfaction augmente les coûts de l'énergie. Elle accroît donc la précarité énergétique des ménages, c'est-à-dire les difficultés des familles les plus modestes à régler les factures d'énergie. Ce problème concerne près de la moitié de la population de la région centre. L'autre phénomène majeur qui doit nous interpeller est celui du réchauffement climatique, car ce sont surtout les émissions de CO2 des énergies fossiles qui provoquent la hausse des températures globales par le biais de l'effet de serre. Ce graphique illustre la nette hausse des températures ces 20 dernières années, période où se concentrent la plupart des années les plus chaudes depuis 1900. À un bout de la chaîne, nous épuisons les ressources naturelles, à l'autre bout, nous accumulons les déchets et les gaz à effet de serre. Ce modèle est insoutenable. Si aucune mesure n'était prise pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre, la température globale à la surface de la Terre pourrait grimper de 3 à 4 degrés d'ici 2100, ce qui signifierait une augmentation des durées des vagues de chaleur, des risques accrus d'inondations ou de sécheresse, une modification des écosystèmes, une baisse de la biodiversité. Le coût de l'inaction serait alors bien supérieur à celui d'une politique volontariste. Les Nations Unies recommandent, pour ne pas dépasser un réchauffement de plus 2 degrés d'ici 2100, de diviser par 2 en moyenne les émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2050. Pour les pays développés, le facteur de division est de 4. La France a inscrit cet objectif dans sa loi. L'Europe a adopté l'objectif des 3 x 20. Cet objectif en 2020 est traduit dans les lois Grenelle de la façon suivante. Moins 14 à moins 21% d'émissions de gaz à effet de serre par rapport à 2005, 23% d'énergie renouvelable dans la consommation d'énergie, moins 20% de consommation d'énergie par rapport au scénario tendanciel. Toutefois, ces objectifs renvoient l'essentiel des efforts pour atteindre le facteur 4 aux générations futures. L'État et la région centre ont aussi travaillé à l'élaboration d'un cadre stratégique dans une large concertation avec le plan climat-énergie régional et le schéma régional climat-air-énergie. Ils définissent aux horizons 2020 et 2050 des orientations et des objectifs quantitatifs et qualitatifs régionaux qui s'inscrivent dans le cadre des 3 x 20. Pour la réduction des gaz à effet de serre, l'objectif est toutefois beaucoup plus ambitieux puisqu'il s'inscrit dans un intervalle de moins 20 à moins 40%. Au cours de la conférence environnementale de septembre 2012, le président de la République a défini la stratégie de la transition. Elle se base par ordre de priorité, 1 sur la sobriété et l'efficacité énergétique, 2 sur le développement des énergies renouvelables.
Le niveau de réalisation de ces deux objectifs définit la place des énergies fossiles et nucléaires dans le cadre de la transition énergétique. Place de l'électricité dans le mix énergétique, place du nucléaire dans le mix électrique, fermeture ou prolongation des réacteurs, construction de nouveaux, démantèlement. Recours ou non au gaz et pétrole non conventionnels, recours ou non à la capture et à la séquestration du CO2. Toutes ces questions sont discutées à l'échelle nationale au sein du Conseil national du débat, constitué de 7 collèges. À l'échelle régionale, une conférence de 50 membres organise les débats locaux. Car la grande originalité du dispositif est de proposer une multitude de débats décentralisés en région, dont les synthèses compléteront la réflexion nationale. Voici les thèmes choisis. Comment aller vers l'efficacité énergétique et la sobriété? Quelle trajectoire pour atteindre le mix énergétique en 2025? Quels choix en matière d'énergie renouvelable et de nouvelles technologies de l'énergie? Et quelle stratégie de développement industriel et territorial? Quels coûts et quel financement? Et enfin, quelle gouvernance mettre en place? Et maintenant, place au débat.